Voilà un micro, Philippe Blancard qui est le dirigeant d'AFU. On dit AFU ou AFU? Vous dites AFU vous maintenant? Parlez dans le micro. On peut dire les deux. On peut dire les deux. Pas de souci. Voilà, qui va nous faire un petit point sur les technologies du métallique et qui va nous expliquer donc à l'occasion ce qu'est AFU. Tout à fait. C'est à vous. Donc bonjour à tous. Donc je suis le dirigeant de la société AFU, qui est une TPE, puisqu'on est une vingtaine de personnes qui intervenons dans l'usinage. Alors pourquoi je suis ici? C'est parce qu'on a intégré la fabrication additive métallique il y a 3-4 ans. Donc voilà un peu l'explication de ma présence ici. Donc on m'a demandé aussi de vous faire une petite présentation sur les différents procédés de fabrication additive métallique, puisque donc c'est ce qu'on connaît le mieux. Après, je vous parlerai rapidement de l'importance qui a déjà été évoquée en fait ce matin de la conception et même de la reconception pour utiliser vraiment tous les avantages de la fabrication additive. Et derrière, je vous expliquerai un peu pourquoi nous, on a été dans ce domaine, puisque pour nous, c'est vraiment un nouveau procédé à intégrer en mécanique, en fait. Donc un slide que nous a gentiment passé le C-Team va vous permettre de voir un petit peu où se situe la fabrication additive métal. Vous voyez qu'on part de l'enlèvement de la matière, donc fabrication subtractive, pour aller vers de l'additif. Donc tout le monde connaît l'usinage, la forge, la fonderie. Là vous voyez on va dire les avantages ou les inconvénients de chaque techno, et où se situe la fabrication additive métal. Donc on va recouper un peu avec ce qui a été dit ce matin. Fabrication additive, pas d'outillage, des formes complexes. Par contre, on reste sur des cadences faibles, contrairement aux autres technos. Pardon. Okay. Voilà. Donc ça permet d'avoir un aperçu assez exhaustif d'un peu toutes les technos qui sont dans le métal. On va rentrer un peu plus en détail. Voilà. Donc les différents procédés. Donc là, vous voyez qu'il y a, on va dire grossièrement deux familles, sans fusion, avec fusion, et au sein de la fusion, le lit de poudre et l'apport direct. Donc ça a été évoqué également ce matin, en ce qui concerne la fusion. Alors il y a un procédé qui est un peu plus récent et un peu moins, on va dire, développé, c'est le metal binder jetting. Donc là, le C-Team vient d'acquérir une machine il y a quelques mois. Le principe, c'est vraiment de l'impression 3D, puisqu'on va imprimer de la poudre métallique avec un liant qui va être en fait supprimé suite à un frittage. Donc ça a certaines caractéristiques. Ça permet de faire des pièces assez précises, avec de bons états de surface. Par contre, on reste sur de la petite pièce. Donc pour l'instant, pas vraiment développé. Les procédés qui sont quand même les plus matures, c'est avec fusion. Donc fusion lit de poudre ou fusion par rapport direct. Fusion lit de poudre par laser, donc on en a parlé ce matin. La techno la plus diffusée, la plus mature. Lit de poudre, fusion par faisceau d'électrons, donc on va être également sur un principe de fusion, mais donc c'est le faisceau d'électrons qui va faire à la place du laser. Donc là, on va voir tout à l'heure sur un slide suivant les avantages et les inconvénients plus en détail. Après, vous avez encore deux autres technos qui sont la fusion par rapport direct, soit de poudre, soit de fil. Donc Polychef dispose a priori d'une machine qui fait du dépôt de poudre. Donc là, on va aller sur des pièces qui sont de plus grande dimension, de la même façon pour le dépôt de fil. Donc des technologies qui sont un peu moins diffusées que le fusion laser ou fusion par faisceau d'électrons,
qui sont en développement, je vous dis avec pour objectif de vraiment faire des très grandes pièces en fabrication additive. Donc là, on va voir plus en détail les caractéristiques de chaque procédé. Donc je vous laisse regarder en même temps. Vous voyez la taille des pièces qu'on va pouvoir comparer, les quelques différences. Donc vous voyez ce que je disais, apport direct, soit des pots de poudre, des pots de fil, on est sur des grandes pièces, avec malheureusement des précisions qui ne sont pas du tout les mêmes que sur ces technos précédentes. Ici, on va sur le dépôt de fil, on va vraiment être sur des ébauches qui vont permettre un gain sur la matière, puisque derrière, ça nécessite forcément de l'usinage. Ici, on va être plus sur des machines de type centre d'usinage, et qui vont intégrer une tête pour déposer de la poudre. Donc, on va avoir des pièces qui vont être un peu moins complexes que sur ces technos-là. L'une des caractéristiques de la fabrication additive, c'est vrai qu'on n'en a pas forcément trop parlé ce matin en métal, c'est les problèmes de rugosité. Donc on a des états de surface qui sont malheureusement dégradés. Donc vous voyez, rugosité, on part du dépôt de fil où vraiment, je vous parlais de débauche. On va s'améliorer au fur et à mesure, mais c'est vrai qu'on a souvent besoin de reprises ou de post-traitement. Après, vous voyez que je parlais tout à l'heure des différentes tailles. Ici, on est vraiment sur de la grande taille. Et on va réduire au fur et à mesure. Idem pour la productivité. On n'a pas forcément les mêmes en fonction des tailles de machine. Les matériaux, par contre, là, on va retrouver quasiment la même chose dans tous les procédés, avec toujours des finitions qui vont être plus ou moins bonnes en fonction des technologies. Et après, vous avez surtout le coût. Le coût, vous voyez que d'une technologie à l'autre, on est quand même sur des budgets qui sont plus ou moins élevés. Voilà, donc là, c'est vraiment le panel assez complet de tout ce qui se fait en fabrication additive métallique. Je fais un focus en fait sur le fusion laser sur lit de poudre. Comme ça a été dit ce matin, c'est vrai que c'est l'une des technos les plus diffusées. Est-ce que c'est lié à ses avantages? Moi, c'est ce que je pense, puisqu'on va réaliser vraiment des pièces très complexes, souvent avec des canaux de refroidissement intégrés. Là, je vous ai mis un petit exemple de ce qu'on appelle le conformal cooling, qu'on va retrouver dans l'industrie du moule. Mais ce principe de canaux de refroidissement, il peut être intégré à des pièces complètement différentes. L'hydraulique, le refroidissement, la diffusion de gaz, c'est ce qu'on fait assez régulièrement. Je reprends aussi les avantages de fabriquer en une étape des pièces, donc sans avoir besoin d'outillage, ce qui va permettre aussi de réduire les temps de développement des pièces. Là, je vous ai pris un exemple qui est connu et reconnu. C'est des pièces qui vont fabriquées en fabrication additive, en fait, vont permettre d'assembler directement lors de la fabrication. Là, je crois on est passé de 20 pièces à une pièce avec cet injecteur de moteur, donc fait par General Electric. Donc, qui permet également un gain de poids, une meilleure solidité des pièces. Je vous parlais de la réduction des cycles entre le développement et la réalisation de prototypes. C'est vrai que ça nous arrive régulièrement d'avoir des clients qui veulent absolument un proto d'une pièce de fonderie pour pouvoir montrer à leurs clients. Donc sous 3, 4, 5 jours, on peut avoir la pièce fonctionnelle de surcroît à donner aux clients. Le plus, c'est que la poudre dont utiliser est recyclée. Donc c'est vrai qu'on parle de zéro déchet ou de green technology par rapport à ce procédé.
tout ça pour dire qu'effectivement, la fabrication additive, c'est bien, mais si on veut vraiment tirer le potentiel de cette techno, il faut concevoir différemment, il faut réfléchir différemment. C'est ça en fait, qui est le plus gros frein. Enfin, nous, ce qu'on voit par rapport au marché sur lequel on est, c'est vrai que nos clients ont du mal à se projeter, à intégrer les contraintes et les règles de la fabrication additive. Donc, on fait des superbes pièces. Malheureusement, elles ont souvent été conçues pour l'usinage. Et c'est vrai que c'est difficile d'expliquer aux clients que la pièce, elle est superbe, mais elle va coûter beaucoup trop cher en fabrication additive. Il vaut mieux rester sur l'usinage. Parce que voilà, il y a des supports de fabrication qui vont faire que c'est pas faisable. Il y a des éléments de géométrie qui sont trop simples. Et comme on l'a dit ce matin, plus la pièce est compliquée, plus elle est légère et plus elle va être intéressante à fabriquer en fabrication additive. Donc voilà les quelques règles qu'on peut vous donner comme ça. C'est de favoriser des congés, pas des angles vifs. C'est de bien prendre en compte que l'état de surface il va être dégradé. Donc, est-ce que c'est important, pas important que forcément, on ne fabrique pas des très grandes pièces avec cette techno-là. Que la précision, malheureusement, c'est pas celle qu'on a l'habitude d'avoir en mécanique. Qu'il y a une dispersion aussi. Sur des petites pièces, on va avoir des tolérances dimensionnelles qui sont intéressantes, mais sur des grandes pièces, c'est quand même beaucoup moins bien. Donc il va falloir aussi intégrer les reprises d'usinage qu'il y a derrière. Donc tout ça, c'est à prendre en compte. Et c'est vrai que quand les clients ont compris comment fonctionnait un petit peu la techno, que malheureusement, il va y avoir des supports pour maintenir la pièce, il va y avoir des supports parce qu'on va être dans le vide, ils vont commencer à concevoir différemment les pièces. Donc là, je vais repris un petit exemple de reconception. Donc vous voyez on va dire une pédale de vélo qu'on aurait peut-être pu retrouver sur certains bateaux de course qu'on a vus à la télé récemment. Donc vous voyez le design initial. Si on le reprend, on va dire stricto sensus, on va le fabriquer sur le plateau. Vous voyez qu'il y a des supports qui se génèrent en fait tout autour de la pièce, là où il y a du vide, du porte-à-faux. Et une simple reconception, si on le met dans l'autre sens, déjà, on va avoir moins de supports. Parce que c'est vrai qu'on peut fabriquer les pièces dans tous les sens. En fait, c'est ça qui est un peu nouveau aussi. On va positionner la pièce dans l'espace de façon à éliminer le maximum de supports déjà, pour commencer. Et c'est vrai que vous voyez que la pièce ici, on a beaucoup moins de supports qu'ici. Mais si on reconçoit de façon quand même assez simple, vous voyez qu'il n'y a plus aucun support. Parce qu'on a éliminé certains porte-à-faux, certains angles vont permettre de construire la pièce sans support. Voilà, donc c'est un petit peu ça, on va dire pas le secret de la reconception, mais voilà, c'est d'intégrer toutes les contraintes qu'on peut avoir en fabrication additive pour faciliter la fabrication justement de pièces. Petit point sur l'optimisation topologique qui a été évoqué également ce matin. Vous voyez, avec on va dire une image assez simple, une pièce de départ conçue de façon traditionnelle, la même suite à une optimisation topologique. Bon, je crois que les images parlent toutes seules. Le gain de masse, la rigidité sont largement supérieurs. Là, c'est pareil. Petit exemple de choses assez connues. Où vous voyez la pièce, on va dire la pièce traditionnelle, avec les différents calculs et l'obtention de la pièce au final, avec les éléments de poids et de rigidité. Donc malheureusement, c'est pas nous qui avons fait cette pièce-là. Je ne sais pas si c'est Polychep ou pas. Voilà, c'est une très belle pièce. Donc voilà, nous, notre petit... là, on va plus parler de ce que nous, on connaît, puisque je vous disais, on est sous-traitant en usinage.
Donc des ateliers de mécanique, il y en a un peu partout, il y en a pas mal dans toutes les zones industrielles de chaque ville, il y a quasiment un atelier de mécanique. Donc c'est vrai que moi, c'est ce que je dis pas mal, c'est que un atelier de mécanique, il y a des centres d'usinage, il y a des tours, il y a des 5 axes. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des machines de fabrication additive. Nous, on a décidé de faire ce pas il y a 4 ans. On n'est pas nombreux en usinage à être équipés et à avoir décidé d'investir dans ce domaine-là. Alors, pourquoi nous on a investi dans ce domaine? C'est qu'on est déjà sur en fait, un marché de petites séries de pièces unitaires, de pièces complexes, ce qui fait que la fabrication additive en fait, s'associe bien à ce qu'on faisait déjà. Ça permet d'ouvrir encore plus de portes. Technologiquement, c'est quelque chose de très très intéressant. Niveau business, c'est vrai que rentrer chez les clients quand vous êtes usineur, aujourd'hui, c'est très compliqué. Maintenant, quand vous avez la casquette fabrication additive, c'est un petit plus qui permet d'ouvrir des portes. Donc nous, notre choix, ça a été la fusion laser sur lit de poudre. Pourquoi? Ça recoupe un peu ce que je dis tout à l'heure. Ça permet des géométries complexes qui sont impossibles à faire en usinage. Ça permet d'intégrer des canaux de refroidissement, de la circulation d'air. Ça s'adapte très bien à la fabrication de pièces unitaires. Nous, en ce qui nous concerne, le panel de matériaux nous va bien parce qu'on usine déjà tous ces types de matériaux, que ce soit le titane, le cobalt, le chrome cobalt, les inconels, etc. C'est des matériaux qu'on connaît bien et qu'on reprend assez facilement en usinage. Oui. C'est bientôt fini. Donc c'est vrai que là je parle un petit peu de ce qui est un peu la problématique que vous allez rencontrer si vous faites faire des pièces en fabrication additive, c'est qu'une pièce, elle ne sort jamais finie de machine 3D, on va dire, ou très très rarement. Donc nous, notre expérience de l'usinage, associée à la connaissance de la fabrication additive, ça nous permet de proposer toutes ces finitions, d'intégrer dès la conception en fait, des pièces, comment vont être prises les pièces en usinage. De fait, on retrouve des surfaces fonctionnelles, on répond vraiment aux besoins du client en amenant tout ce qui est état de surface, puisque d'un RA 20 ou 18, on peut arriver à des choses comme ça, des pièces polies, des pièces brossées. Ici, on est plutôt sur une pièce avec des courbes numériques, et on amène tout ce qui est tolérance de précision. Donc faire un H7 en fabrication additive, c'est compliqué. Donc ça, nous, on le sait le faire en mécanique. Voilà. Donc on amène un langage, on va dire, mécanicien à cette techno qui fait de très belles ébauches, mais malheureusement nécessite pas mal de post-traitement. Alors pour la voile de compétition, on n'a pas fait forcément beaucoup de pièces dans ce domaine. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, c'est l'allègement de pièces. L'utilisation du titane, qui est un matériau qui marche très bien en fabrication additive. Alors, est-ce que c'est des pièces de gréement, des pièces d'attache? Malheureusement, les limites des machines font qu'on ne va pas pouvoir faire des très grosses pièces. Et puis, voilà ce que j'ai déjà dit. C'est vrai qu'il faut absolument connaître la technologie pour reconcevoir des pièces qui se fabriqueront parfaitement en fabrication additive. Voilà. Merci beaucoup. Merci bien. Venez vous asseoir 2 petites secondes. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, bonjour. Yves Grance nous a bien expliqué ce matin les problèmes d'anisotropie sur des poses de fil fondu en thermoplastique. J'en ai pas entendu parler dans les présentations sur l'impression métallique. Est-ce que c'est le cas? Par rapport au sens d'impression, du coup, est-ce que ça conditionne le sens d'impression? Les sens d'impression peuvent avoir des effets, pas forcément sur l'anisotropie, mais ça va être plutôt sur les états de surface. On va avoir des différences d'état de surface en fonction de la zone de fabrication de la pièce. Donc les orientations des pièces vont faire qu'on va avoir différents états de surface, soit sur du vertical ou de l'horizontal,
on aura des états de surface différents. Donc il y a une excellente adhésion intercouche. Oui, tout à fait. C'est vrai que ça a été évoqué ce matin, les taux de porosité qui sont atteints sont de 99,8, 9. Enfin, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, c'est vrai que les caractérisations mécaniques, on fait effectivement des éprouvettes pour s'assurer des caramécas des pièces en fait. Donc les résultats sont plutôt pas mauvais. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Moi, j'en ai juste une petite. Est-ce que pour un usineur comme vous, c'est des technologies qui, à terme, vont remplacer toutes les autres technologies qu'il y a dans votre boutique? Ou c'est juste un outil de plus? Ou à terme, avec les progrès et l'évolution, vous ne ferez plus que ça? Alors, on a bien compris l'argument marketing aujourd'hui, bien sûr, qui est intéressant. Alors, c'est vrai que nous, la première approche qu'on a eue, quand on a vu que cette techno commençait à devenir vraiment mature, qu'on commençait à la voir dans des entreprises, on va dire, industrielles, on s'est dit, l'usinage, c'est fini. C'est fini. Et au contraire, en allant un peu plus loin dans l'analyse en fait, du procédé, on s'est rendu compte qu'au contraire, en tant qu'usineur, on avait un savoir-faire qui était très intéressant pour ce domaine, puisque c'est l'un des principaux moyens de post-traitement des pièces issues de fabrication additive. Donc c'est pour ça qu'on dit que pour nous, c'est vraiment un procédé supplémentaire en mécanique, au même titre qu'on a un 5-axes, un tour à commande numérique, sauf qu'on va faire d'autres pièces, des pièces complètement différentes. C'est vrai qu'on essaye de dire à nos clients que ce n'est pas une finalité, parce qu'on a beaucoup de gens qui viennent par curiosité, qui nous disent moi je veux faire mes pièces en 3D, et on leur dit écoutez, vos pièces, je veux bien les faire en 3D, mais elles vont coûter 10 fois plus cher qu'en usinage. Donc voilà, et puis ils reviennent après, ils disent voilà, j'ai redessiné une pièce, ça m'amène de la légèreté, là j'ai une fonction qui me pose souci. Et là, ça devient intéressant. Mais c'est vrai que nous, on arbitre assez facilement, connaissant quand même bien, on va dire, c'est pour ça que je parle de mécanique. On connaît bien les mécaniques et en fonction de ce qu'attendent les clients, on va les orienter vers ou de la 3D ou de la mécanique plus classique. Ça n'est pas une fin en soi. Exactement. Très bien. Tout à fait. Merci beaucoup. On peut vous applaudir. Merci bien, M. Blancard.